Mali, nouvelle constitution, pourquoi les groupes terroristes s'y opposent? Nous nous interrogeons ce mercredi matin. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, le 7 mars dernier, la Ligue malienne des imams et réunis pour la solidarité islamique réclamait déjà le retrait du mot laïcité du projet constitutionnel sur lequel les Maliens sont censés se prononcer dans les jours à venir. Il faut également le dire que le 7 mars, la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique a appelé les fidèles à s'opposer au projet de nouvelle constitution présenté par les autorités en place et au maintien de principes de laïcité de l'État. Cette organisation influente dans ce pays, majoritairement musulman, lance cet appel à quelques jours, bien sûr, de la date initialement prévue pour un référendum sur cette nouvelle constitution. D'ailleurs, il était prévu pour le 19 mars dernier. La Ligue malienne des imams, organisation jouissant d'un fort crédit, a dénoncé dans le maintien du principe de laïcité de l'État par rapport à la constitution de 1992. Elle réclame le retrait pur et simple du mot laïcité du projet constitutionnel et son remplacement par État multiconfessionnel. La laïcité est une astuce que les gouvernants, nous dit-on, utilisent à leur guise pour cadenasser là où il y a les régions. Selon elle, la Ligue exhorte solennellement tous les musulmans patriotes à voter contre le projet de constitution sous sa forme actuelle lors du référendum. Mais un autre problème a surgi. Eh bien, les groupes armés du nord du pays sont sortis justement de leur guerre et demandent justement l'annulation de cette nouvelle constitution. Comment est-ce qu'on peut comprendre que les groupes terroristes, eux aussi, se lèvent le matin pour demander justement à changer la constitution, d'ailleurs, à ne pas la changer et à garder celle de 1992. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Mali, nouvelle constitution, pourquoi les groupes terroristes s'y opposent? Et d'ailleurs, qui est derrière eux? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Paul Ela, il est président de African Revival. Il est notre invité ce mercredi matin. Paul Ela, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous tes millions de téléspectateurs sur Panafricaniste TV. Un plaisir de te retrouver une fois de plus. Très heureux de t'avoir encore, on te sait très occupé, et justement en préparation, on va le dire, de la 3e édition des Pan-African Awards. Ben c'est reparti, on ne traîne pas, c'est reparti. Après le succès, Dieu merci, de la 2e édition, on est reparti sur les chapeaux de roue pour une 3e édition. Cette fois-ci du côté de Yaoundé, oui. Du 11 au 16 décembre prochain, avant de sortir du pays, hors du Cameroun, mais en Afrique. Et là, on vous tiendra informé le moment venu pour l'année prochaine. On espère justement que nous serons de la partie. Pour là, une question tarot de l'esprit des Africains de Panafricaniste TV ce matin. Nouvelle constitution. Pourquoi est-ce que les groupes terroristes, précisément les groupes armés du Nord, s'y opposent? Alors, la question est très bien posée parce que moi-même, je m'interroge parce que, enfin, ça n'a juste pas de sens. Vous êtes un groupe terroriste. Certes, vous avez, même dans votre terreur, vous avez des revendications qui sont supposées être fondées sur des éléments, on va dire, probants ou intelligibles. Oui. Mais il se trouve quand même que quand vous rentrez, quand vous êtes déjà identifié et que vous-même vous l'assumiez être comme terroriste, vous réclamez encore dans le jeu politique pour dire on souhaite plutôt ci, on souhaite plus ça, mais vous avez choisi une ligne, la ligne de la radicalité, et donc restez dans votre ligne. Bon, maintenant, quand vous proposez, comme si vous étiez également, quand vous vous remettez dans la posture de populations qui sont force de proposition, bon, on se demande si vous oubliez un peu votre rôle qui est de terroriser, de menacer, d'imposer par la force. Alors, moi, j'ai souri quand j'ai entendu ça. Et puis, il y a les groupes terroristes, il y a également le groupe des imams, oui, qui s'opposent et qui demandent à voter contre. Alors, je m'interroge comme vous, mais je me souviens quand même que, avec un minimum de bon sens, oui, on regarde quand même ce qui est engagé en face. Et ce qui est engagé en face au niveau des autorités maliennes, c'est un référendum. Qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique qu'un référendum? Mais vous allez vous exprimer pendant le référendum.
Donc, en réalité, je vois pas pourquoi il faille s'agiter là. Enfin, moi, je crois tout simplement que ils sont manipulés parce que on a vu à longueur d'émissions ici, à longueur d'informations, à longueur de toutes sortes de déclarations, on a vu que ces groupes terroristes ne tombaient pas du ciel. Du tout. Et qu'ils n'étaient pas armés de façon magique et que leurs armes venaient bien de quelque part. On a vu aussi que depuis 2012-2013, la farce Barkhane, qui est reparti la queue entre les jambes après que les valeureux dirigeants maliens leur aient demandé de plier bagages, n'a absolument rien fait en 8 ans. Et que le terrorisme a continué, mais ils n'ont jamais su où se trouvaient les terroristes. Mais leurs journalistes, curieusement, réussissent à interviewer les chefs terroristes. Donc, c'est-à-dire que les journalistes français sont plus aguerris d'un point de vue de recherche stratégique et militaire que les militaires français. Bon, tout ça, franchement, c'est une façon d'insulter nos intelligences. Et quand on voit l'attitude, quand on voit également depuis que le gouvernement d'Assimi Goïta a pris les rênes et qu'il mène de main de maître ce pays et vers justement la sécurisation totale, je vous rappelle quand même que le Mali aujourd'hui dans le nord, les terroristes reculent sérieusement, donc ils peuvent continuer à aboyer et qu'ils peuvent continuer à s'agiter parce qu'ils sentent justement que leur fin est proche. Vous n'avez eu que de la diffamation, de la propagande mensongère, comme eux seuls ont le secret, de la part des dirigeants français. Oh, les FAMA, les forces armées maliennes ont commis des exactions. Oh, la milice Wagner a commis ceci, cela. Donc, en réalité, voilà des gens qui étaient présents pendant 8 ans, qui ont sorti tous les budgets de la planète pour nourrir leurs soldats, pour nourrir pour assurer tout le déploiement qu'ils ont dégagé pendant ces 8 ans. Il n'y a pas eu un début de résultat. J'ai dit bien un début. Mais voilà ces gens, une fois chassés, à juste titre, et c'était même pas très tôt, qui se permettent de critiquer l'appui soviétique et les forces armées maliennes qui font un travail, qui ont fait en moins de 6 mois ce que l'armée d'occupation française, supposée rétablir la sécurité dans le Sahel, n'a pas pu faire en 8 ans. On se moque de qui? Et donc, quand vous voyez ces terroristes, dont on sait d'où viennent leurs sources de financement, leurs armes, prendre des positions comme ça, en réalité, on pose la question pour nos téléspectateurs, mais nous, on sait très bien qui est derrière ces gens-là. Donc, ce n'est pas du tout étonnant, mais on peut se poser la question pour justement montrer l'incohérence d'un certain nombre d'actions. Et moi, de poser également la question, et surtout les Africains, sont-ils maliens? Alors, reste à savoir. Rappelons quand même, hein, à des fins vraiment historiques, rappelons quand même que l'instabilité dans le Sahel et le terrorisme qu'on déplore aujourd'hui est le fait de la déstabilisation de la Libye. Ça, c'est juste à titre de rappel. Je crois que tout le monde le sait. Et les fusions des armes par centaines, par milliers, la débandade des mercenaires que la France et ses amis occidentaux ont recrutés pour assassiner Kadhafi, se sont retrouvés désœuvrés. Et comme ils ont une intelligence comme un pois chiche, ces dirigeants occidentaux, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, ils n'ont pas pensé au service après-vente. C'est-à-dire que vous recrutez des mercenaires, des terroristes qui vont venir déstabiliser un pays parce que vous voulez piller son pétrole impunément, au point d'assassiner son dirigeant parce qu'il avait des velléités de sortie du FMI par la création du Fonds monétaire africain dont le siège devait être au Cameroun, à Yaoundé plus précisément, et qu'il avait mis déjà plus de la moitié du capital, ce qui déstabiliserait énormément et totalement l'économie occidentale, notamment américaine, parce que l'Afrique qui sort du FMI et qui crée son fonds monétaire, mais c'est la dédollarisation d'une partie plus qu'importante du monde, c'est-à-dire les économies africaines, qui sont le grenier de la planète entière en termes de ressources. Et quand même, l'Afrique, c'est minimum 60% de toutes les ressources et des terres arables du monde entier. Donc, en réalité, voilà l'origine de la déstabilisation du Sahel et des terroristes qui sont. C'est important de rappeler ça pour bien rappeler aux téléspectateurs que aujourd'hui, la France et les États-Unis qui crient au terrorisme et qui disent envoyer des forces pour venir stabiliser le milieu,
ce sont bien eux qui ont créé cette déstabilisation. Et donc, je réponds précisément à votre question, c'était juste un petit détour historique. Quand vous demandez s'ils sont maliens, mais certainement pas. En tout cas, l'écrasante majorité ne sont pas maliens. C'est évident, puisque vous avez historiquement donc ces flux de terroristes qui venaient des 4 coins du monde et qui ont été déployés pour déstabiliser la Libye. Après la guerre de Libye, ils étaient désœuvrés, il fallait qu'ils utilisent leurs armes, il fallait qu'ils continuent la sale besogne, et ils se sont retrouvés partout au Sahel. Et donc, ils ont continué à être utilisés par les Occidentaux, qui ne savent régner qu'en divisant, parce que vous vous rappelez très bien que la Zawad et la partition du Mali, comme la partition du Soudan, comme la tentative de partition du Cameroun, et partout, comme la tentative de partition de la RDC avec le Nord Kivu, avec le Nord Kivu effectivement, qui a pour objectif, à l'est du Congo, d'exploiter massivement et impunément de façon abusive les richesses du Congo. Et donc, partout où il y a des richesses et partout où il y a les intérêts occidentaux, ils essayent de diviser. Mais aujourd'hui, les Maliens sont au fait de ce qu'ils ont été floués pendant trop longtemps. Et évidemment que ces terroristes-là, qui ne sont pas des Maliens, pour l'écrasante majorité, n'ont pas de légitimité à réclamer quoi que ce soit par rapport à une future constitution, par rapport à une réécriture de la constitution qui arrive de plein droit et au bon moment. Parce que, voyez-vous, une constitution, c'est la loi suprême d'un pays. Et vous ne pouvez pas être dans une autre dynamique qui consiste à sortir des géoles impérialistes et rester avec les mêmes constitutions qui sont infectées de la fibre impérialiste, justement, parce que, justement, c'était influencé par le colonisateur français. Et donc, il est normal qu'à un moment donné, par rapport à une nouvelle vision du pays, par rapport à une réorientation des priorités, il est normal de réécrire la Constitution, puisque c'est elle qui est le guide, en fait, de la législation nationale. Parlons justement des constitutions africaines écrites justement par certains Français. Est-ce que les Africains ont encore le droit de continuer à respecter ces constitutions ou trouver justement une autre façon de le faire? Non, moi je ne dirais pas est-ce qu'ils ont le droit. Ils ont le devoir, oui, l'impérieux devoir de réécrire leur constitution. Ce n'est juste pas possible. Mais attendez, vous êtes un être humain libre. Oui. Vous avez une façon de fonctionner. Un petit connard qui sort de nulle part vient vous piller, vient vous attacher, parce que lui, il est dépouillé, il n'a rien, il est né dans une contrée austère, hostile, à tout point de vue, et il voit que vous êtes dans l'abondance, il vient vous piller, et après il décide d'être votre maître. Par la violence que vous ne connaissez pas, parce que quand vous êtes dépositaire de tous les savoirs et de tous les bienfaits de la nature, parce que vous êtes le premier humain sur Terre, vous n'avez pas à vous mettre en concurrence avec qui que ce soit. Mais voilà que lui, il devient votre maître par la violence et par la force. Et il vous dicte sa loi. Il vous dit, voilà désormais comment vous allez marcher, dans ses seuls intérêts. Et vous, à un moment donné, vous vous libérez. Vous vous libérez. Vous réussissez à vous libérer, vous avez pris conscience et vous vous libérez, vous le mettez hors de chez vous. Vous allez continuer à fonctionner selon les préceptes qu'il a dictés pour vous quand vous étiez dans ces géoles. Ça n'a juste pas de sens. C'est une allégorie que je fais là. Pour bien dire que, aujourd'hui, les pays africains, dans leur majorité, si ce n'est pas tous les pays africains, en tout cas tous ceux qui ont été soumis à la colonisation occidentale, se doivent de changer de paradigme légal d'un point de vue législatif. Ça veut dire qu'ils doivent impérativement réécrire leur constitution par rapport à leur nouvelle destinée, par rapport à la réappropriation de leur être, de leur vision, de leur projet. Parce que on ne peut être mieux servi que par soi-même. Et donc, il n'est pas possible. Ces constitutions sont infestées d'articles, de lois qui ne sont qu'au service de l'impérialiste. D'accord? Et donc, il est normal que tous les pays africains s'attellent, non pas, attention,
non pas pour le compte de leurs dirigeants, parce que vous avez des dirigeants africains qui refont les constitutions, c'est pas moi qui vous l'apprends, qui refont les constitutions pour rester au pouvoir pendant 1000 ans. C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas ça le changement de constitution profond que les peuples africains réclament. Il s'agit de sortir du paradigme colonial. Il s'agit de décoloniser la pensée africaine. Parce que la colonisation de la pensée africaine participe prioritairement de ces textes. Que ce soit au niveau de l'éducation, quand je parle de l'urgence de refonte des systèmes éducatifs, qui sont infestés par l'esprit colonial, où on pollue les esprits des enfants pour leur mettre dans les cerveaux et dans les esprits qu'ils ne sont rien sans l'Occident, en leur parlant de Christophe Colomb et de tous les fanfarons que l'Occident nous présente comme des héros. Et au niveau également de nos textes législatifs. Si vous utilisez des constitutions qui ont été inspirées par le colonisateur et que vous restez là-dedans et vous prétendez être libre, vous n'êtes pas libre. Donc, c'est une urgence absolue. Non pas pour prolonger ad vitam aeternam les mandats des chefs d'État, à leur propre compte, parce que ça n'a aucun intérêt pour le peuple, mais pour justement inscrire une nouvelle vision 100% africaine dans ces constitutions. Le 7 mars dernier, la Ligue malienne des imams, organisation, on va le dire comme ça, jouissant d'un fort crédit du côté du Mali, dénonçait déjà le maintien du principe de laïcité de l'État par rapport à la Constitution de 1992. Elle réclame le retrait pur et simple du mot. Ça, c'est pour la Ligue, on va le dire comme ça, malienne des imams. Le mot laïcité, pour le remplacer par, ils le disent, État multiconfessionnel. Il y a quelle différence? Ben, c'est des réfractaires au changement, tout simplement. Mais c'est une réfraction au changement due justement à une aliénation multiséculaire des Africains. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, quand vous voyez des gens se réclamer d'une religion, évidemment, ils ont le droit. Mais réclamer que ce soit imposé à l'échelle nationale, que ce soit institutionnalisé, que ce soit le fait de tous. Parce que là, c'est en filigrane, et même sans les... Je veux bien savoir, laïcité... Ce qu'ils réclament en réalité, ça c'est ma lecture, ce qu'ils réclament clairement, ces imams, c'est que le Mali passe en État islamique. Pour moi, c'est aussi clair que ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit l'État islamique du Mali. Aussi clair que ça. Parce que quand on dit laïcité, la laïcité ne veut pas dire de bannir des religions. Ça veut justement dire que l'État est neutre d'un point de vue religieux. D'accord? Et spirituel. Pourquoi ça devrait les gêner puisqu'ils vont continuer d'exister? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous vont continuer d'exister. La plupart des pays sont laïcs, mais l'utilisation, l'expression des religions se fait normalement. Donc, en réalité, ils sont gênés du fait que la laïcité ne va pas mettre en avant ni imposer l'islam comme toute autre religion. Chacun a le droit de pratiquer sa religion. Ça, c'est pas ça le souci. Mais moi, je pense au contraire que le mot laïcité dans cette constitution est une extrême avancée, une grosse avancée au Mali. Parce que justement, le Mali est dans la logique, que ce soit sur le plan religieux, le plan économique, le plan politique, le plan culturel. Cette constitution est dans la logique justement de se défaire de toutes sortes de carcans. C'est-à-dire que il faudrait que les gens soient libres, quand on dit laïque, que les gens soient libres et que le Mali ne s'identifie pas, parce que c'est aussi enfermer un pays dans une logique religieuse, ne s'identifie pas exclusivement à l'islam. Et donc, le problème avec ce mot, c'est tout simplement que ces gens ont maille à partir avec, comment dire, comment on appelle ça? Le mot m'échappe. En tout cas, ils ont maille à partir avec l'imposition voilà. Mais pourtant, eux-mêmes, ils disent qu'il faut remplacer le mot laïcité par État multiconfessionnel. Alors, moi, je vous dis encore que j'ai le sentiment... Ils ne sont pas encore la Constitution. Ils ne sont pas encore la Constitution. Bon, au moins, ce terme, il faut le changer. Le mot que je cherchais, c'était prosélytisme. C'est-à-dire que moi, je soupçonne une volonté de prosélytisme. Je soupçonne. C'est-à-dire que laïque, pour eux, à mon sens, tel que je perçois, le mot laïque, à mon sens, les dérange parce que dans ce mot, ils perçoivent
à mon avis à tort, ils perçoivent comment dire ça, le bannissement ou alors l'obstruction des religions ou de la pratique religieuse. Parce que dès qu'on dit laïque, vous voyez ce que je veux dire? Laïque, c'est... Mais là, quand ils disent multiconfessionnel, ça reste confessionnel, reste dans... Je sais pas si vous comprenez. Enfin, ça, c'est mon avis. J'ai l'impression que le mot laïque les dérange parce que ça n'exprime pas, selon eux, suffisamment l'aspect religieux de la chose. Alors que quand ils disent multiconfessionnel, on voit bien que... Donc, il y a une sorte de peur non justifiée à mon sens, sauf si ils ont des informations peut-être que je n'ai pas et ils ont peut-être des raisons de s'offusquer de ce que le mot laïque cache peut-être une dilution de l'expression religieuse. Mais laïque veut tout simplement dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le pays ne prend pas une position claire en faveur d'une religion. Bon, pour moi, ce sont des synonymes, multiconfessionnel, laïque. Donc, je ne vois pas trop pourquoi ils font une fixation là-dessus. Mais s'ils sont d'accord avec le reste de la Constitution, dans ce cas, moi, je n'ai pas de problème majeur avec ça. Eh bien, le Mali a été censé être consulté le 19 mars dernier. Ça n'a pas été le cas. Nous sommes aujourd'hui le 5 avril 2023 parce qu'on parlait quand même d'un référendum pour le 19 mars dernier. Ça n'a pas été fait. Donc, ça signifie qu'il faut encore attendre un peu le temps de satisfaire tout le monde. Alors, je pense que le gouvernement malien, intelligemment, ne va pas rentrer dans un bras de fer avec ceux qui posent des doléances ou alors ceux qui ont des avis contradictoires. Donc, il est normal que le décalage de mars à une date s'inédiée, je ne sais pas si la date est déjà précisée, voilà, il est normal d'écouter tout le monde. Parce que c'est ça même la démocratie. Hein, c'est ça même la démocratie, contrairement à ce qu'on veut nous vendre. C'est-à-dire que nos donneurs de leçons qui veulent nous expliquer ce que c'est la démocratie, soi-disant parce qu'ils ont des États très démocrates, oui, tels que la France, eux, ils passent en force. Vous avez vu l'utilisation du 49.3 avec la loi sur les retraites en France. Mais vous avez un Assimi Goïta et son gouvernement qui donnent des leçons de démocratie à la France et au reste du monde, donneurs de leçons, en décalant la date du référendum. Déjà que le fait de parler, de choisir la formule référendaire pour prendre une décision est déjà un acte hautement démocratique. Le fait de décaler encore la période, le jour du référendum parce qu'il y a des oppositions ou des suggestions contraires montre encore à suffisance, s'il en était besoin, que le gouvernement d'Assimi Goïta est sur la bonne voie et montre l'exemple de la démocratie. Merci, Paul Ela, d'avoir été des nôtres encore ce matin. C'est moi qui te remercie, Steve, et merci à tous tes millions de téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de retrouver une prochaine fois pour une nouvelle édition. Passez une agréable journée.